Donc le SABA, c'est le syndicat d'aménagement du bassin de l'Arc, c'est le porteur et l'animateur de SAGE. Alors qu'est-ce que c'est un porteur de SAGE? C'est un gars ou une fille qui trimballe un gros document comme ça et qui en parle à toutes les communes de son bassin versant, parce qu'à l'inverse de ce qui vient d'être dit, moi j'ai pas été sollicité par les communes une fois que le SAGE a été approuvé, on n'est pas venu me voir en me disant « Et alors comment je fais pour me mettre en compatibilité avec le SAGE ?» Il a fallu prendre le bâton de pèlerin et aller convaincre tout le monde d'essayer de se mettre en compatibilité avec le nouveau SAGE. Donc je vous ai fait une petite carte pour présenter le territoire pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas. Le bassin de l'Arc, c'est une petite partie du Var, avec les communes de Pourcieux et Pourrières. C'est un gros paquet avec Aix-en-Provence au milieu. Et puis au débouché, on est sur l'étang de Berre, au niveau de la commune de Berre-l'Étang. En vert, vous avez les communes qui sont adhérentes au SABA. En rose, celles qui ne le sont pas. Alors vous voyez qu'il nous en manque 4 essentiellement. Vauvenargues, Mimé, Gréasque et Belcoden. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que le SAGE s'applique sur la totalité du bassin versant. Vauvenargues, Mimé, Gréasque et Belcoden ne sont pas adhérentes au SABA, mais doivent se rendre compatibles avec le SAGE évidemment. Tout le monde connaît l'Arc, tout le monde connaît son bassin versant grâce à Cézanne, donc quelques images. Et encore la preuve en image. Puis je suis salarié du SABA, sponsorisé par l'agence de l'eau, que je remercie, et payé aussi par les offices de tourisme pour donner envie aux gens de venir sur le territoire. Donc vous direz que j'ai bien fait mon boulot, j'espère. Donc pour revenir au SAGE, en fait, le SAGE c'est une vieille histoire et ça a commencé avec Claude qui est là-bas, et je le remercie de s'y être collé avant moi. On avait un vieux SAGE. Il a été approuvé le 22 février 2001, il fallait le rajeunir, ce SAGE. On l'a donc révisé et nouvellement approuvé le 13 mars 2014. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le nouveau, on a mis un peu de couleur, un peu de jeunesse, et ça a donné ce nouveau SAGE. Donc ce nouveau SAGE, il est essentiellement basé sur 5 enjeux, 4 enjeux techniques, et ça vous étonnera pas que le premier de tous, c'est l'inondation. Puis évidemment la qualité de l'eau, la qualité des milieux, la ressource en eau, et puis le 5e volet c'est un volet un peu plus social. Si je zoome un peu sur, on va ouvrir et dérouler un peu ce SAGE, donc je m'attaque au volet inondation, c'est la partie quand même je pense la plus importante chez nous. On déroule ça selon plusieurs objectifs, donc l'objectif ici c'est pas de vous faire une lecture du SAGE et de repartir en faisant une interrogation sur les 71 dispositions qui composent le SAGE, quoique, si vous avez le temps, on peut les dérouler. Donc voilà les dispositions qui ont été imaginées pour répondre aux objectifs du volet inondation. Et en fait, je vais prendre quelques exemples. Les exemples, alors même pas tous les exemples qui sont dessinés en jaune ici. Ce sont pour nous les dispositions fortes, ce qu'on a appelé nous les dispositions de mise en compatibilité. Et donc les dispositions sur lesquelles on va juger les plus escottes du territoire pour vérifier leur compatibilité avec le SAGE. Donc la première des dispositions, celle que je préfère, c'est la disposition numéro 5, qui est maîtriser l'urbanisation en zone inondable. Donc, quand on a révisé notre SAGE, on a fait beaucoup d'ateliers de concertation, et ce qui est ressorti de ces ateliers de concertation, c'est que l'enjeu inondation était très fort sur le territoire, et que il fallait arrêter de construire dans les zones inondables. Donc on a pris notre plume, et on s'est dit, il est interdit de construire en zone inondable. Et on était partis militants là-dessus, puis la juriste qui travaillait avec nous, donc encore merci l'agence de l'eau, parce que si on a eu une juriste, c'est grâce à l'agence de l'eau. La juriste qui travaillait avec nous nous a dit « Non, 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 un SAGE, attention les gars, restez chez vous, c'est le code de l'environnement. Si vous écrivez « Il est interdit de construire en zone inondable », là, vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, vous tapez sur le code de l'urbanisme. Donc apprenez à parler avec vos codes à vous, avec votre langue à vous, avec votre vocabulaire à vous, mais vous leur parlez à eux. » Donc le SAGE était l'outil pour essayer de faire le pont entre, d'un côté, le code de l'environnement, de l'autre côté, le code de l'urbanisme. Ça a été un peu compliqué à avaler au départ, la pilule a été dure à avaler, je pense qu'il y a quelques membres de la clé dans la salle qui doivent s'en souvenir, et donc nous avons décliné notre volonté d'interdire de construire en zone inondable par un objectif qui, somme toute, est relativement mou aujourd'hui, qui est simplement maîtriser l'urbanisation en zone inondable. Là où on a fait un petit peu plus fort que ce que on pourrait imaginer derrière ça, c'est que pour nous la zone inondable c'est pas la zone d'aléa centenale, c'est le limageur géomorphologique. Donc ça c'est la petite valeur ajoutée du SAGE dans l'histoire, où on dit aux communes, attention, si vous urbanisez une zone inondable, c'est pas bien.
Et si vous urbanisez donc le limageur, c'est pas bien non plus, et il faudra être compatible avec ça. Alors on a proposé aux communes une lecture de cet objectif, et où vous allez voir que, en aléa fort, on dit que c'est éventuellement possible de construire, mais si on est en centre urbain. Par contre, dès qu'on est en zone peu ou pas urbanisée, on estime que là on peut se débrouiller pour interdire carrément de construire. Donc, ce qu'on dit nous au plus, c'est, les gars, faut arrêter de faire des bêtises, et c'est pas bien de construire en zone inondable. Vous vous emparez de ça, et vous, par le biais de votre zonage, débrouillez-vous pour reprendre cet objectif-là. Donc un exemple ici très opérationnel d'une commune du bassin versant. Alors évidemment c'est l'exemple que je préfère, et puis pour être honnête, c'est le seul qui est aussi carré. La commune, elle a travaillé sur les zones inondables de sa commune, donc de son territoire. Tout ce qui est coloré, en fait, c'est de la zone inondable, de l'aléa faible, de l'aléa fort, de l'aléa résiduel, de la cartogéomorpho. Et la commune, ces zones à urbaniser, elle les a scrupuleusement calées à l'extérieur de la zone inondable. Donc j'en suis fière de cet exemple-là. C'est le seul sur le bassin. Quelle commune? Je peux le dire. C'est Gréasque qui a travaillé de cette façon-là, où on voit ici un autre exemple, où elle avait envie ici d'urbaniser, ça s'est transformé en zone N parce que inondable. Donc ils ont pris en fait la disposition du SAGE, ils l'ont appliquée scrupuleusement à la lettre, chose que malheureusement on ne demande pas de faire, puisque entre le PLU et le SAGE, il y a un lien de compatibilité. Alors c'est entre le PLU et le SCOT, mais notre chance sur ce territoire-là, c'est qu'on n'a pas de SCOT, donc on peut s'adresser au PLU directement. Vous allez voir que le SAGE s'adresse directement aux communes, et le SCOT peut pas traduire. Ce qu'on raconte, nous, dans le SAGE, le SCOT n'est pas en mesure de le traduire avec autant de finesse. Donc aujourd'hui, comme le SCOT du territoire CPA n'est pas approuvé, ça nous permet de travailler directement avec les communes sur leur PLU. Une autre disposition qui nous tenait à cœur, c'était tous les problèmes liés à l'imperméabilisation des sols. Donc évidemment, vous allez penser à ce qui s'est passé ce week-end dans le 06, entre maîtriser l'urbanisation en zone inondable et compenser les effets d'imperméabilisation. Je pense qu'on est dans le cœur du sujet de ce qu'on a observé ce week-end. Ça date du vieux sage, on a simplement repris l'idée, simplement ici, on a un peu corsé les critères de dimensionnement des ouvrages de rétention demandés, parce qu'il pleut de plus en plus fort, de plus en plus souvent, a priori, donc on a un peu corsé le truc. Mais surtout le message, c'est, on dit aux communes, bon, il faut compenser les effets de l'imperméabilisation, donc c'est à elles de le travailler après territoire par territoire. Nous, on donne un minimum syndical dans le SAGE. On peut pas avoir une vision dans le SAGE de tout ce qui se passe partout sur le bassin, tous les petits tributaires, enfin, on peut pas avoir cette vision-là. Donc, le SAGE est là pour donner le minimum syndical, et on dit à la commune, tu travailles sur ton problème de pluvial, à l'échelle du territoire communal, tu définis des zones, alors ça c'est un autre exemple, que certains reconnaîtront aussi évidemment, où l'on voit que, alors ça ce sont des zones de couleurs différentes, qui correspondent à des critères de dimensionnement différents, que vous avez ici, où vous voyez que cette commune-là a estimé que, par exemple, sur le secteur du ruisseau Robert, de quelle commune je parle, on arrive à une demande de compensation de 1600 mètres cubes par hectare, nouvellement aménagé et pas nouvellement imperméabilisé, alors que le SAGE, lui, il est calé à 1000 mètres cubes par hectare. Donc la commune estime que sur ce secteur-là, elle a plus de problèmes et elle doit être plus restrictive, plus ambitieuse que ce que raconte le SAGE. Mais le SAGE est ici, encore une fois, le minimum syndical pour les communes qui n'ont pas éventuellement de zonage pluvial. Ça permet de reprendre les éléments de dimensionnement et de les coller directement au règlement du PLU. Un autre exemple qui nous tenait à cœur aussi énormément, évidemment que un des facteurs importants pour une bonne gestion du risque inondation, c'est de préserver les espaces inondables. Alors les préserver de toute urbanisation, mais les préserver de tout remblaiement, surtout. Donc un point aussi important qui avait fait débat avec la juriste, on avait pris notre plume et on avait dit, pour nous c'était évident, il est interdit de remblayer dans les zones inondables. Là pareil, on ne peut pas écrire ça puisque nous on reste à notre place, code de l'environnement, et on ne peut pas prendre la plume des gens qui vont réglementer le droit du sol. Donc ce qu'on a écrit, c'est qu'il faut préserver les zones inondables des cours d'eau de tout remblaiement. Encore une fois, la zone inondable dans le SAGE, c'est le limageur. Donc on n'est pas dans l'esprit loi sur l'eau qui dit que le limageur géomorphologique. On sort de l'esprit loi sur l'eau qui dit que le limageur, c'est l'enveloppe de la crue centenale uniquement. Donc ça, on l'a décliné
On l'a décliné aussi dans le règlement d'usage, mais c'est pas l'objet aujourd'hui. Mais les communes s'en emparent de cette disposition-là en interdisant de remblayer en zone inondable, donc l'imageur géomorphologique. Et surtout, parce que si vous regardez les règlements de pluie aujourd'hui, tout le monde interdit de remblayer en zone inondable. Globalement, toutes les communes interdisent de le faire, mais il y a toujours une exception. Sous construction, le remblaiement est possible. Et puis on vous dit qu'une zone inondable est urbanisable jusqu'à 30% par exemple de cette zone. Donc l'impact cumulé de ces petits remblais fait qu'à la fin, vous avez remblayé 30% de la zone inondable. Donc on demande aux communes, attention, on interdit de remblayer, mais on interdit aussi de remblayer pour des raisons de réduction de la vulnérabilité. On met des pilotis ou on met du vide sanitaire le plus largement ouvert. Alors bon, évidemment qu'on modifie la dynamique de l'écoulement en faisant ça, mais on la modifie moins que si on remblayait systématiquement sous chaque construction. Donc ça, c'est un véritable exemple de règlement que je vous ai donné, où il est bien écrit « doit laisser le libre passage des eaux ». Donc le sage écrit bien « favoriser les dispositions constructives transparentes », donc pilotis ou vide sanitaire largement ouvert. Un élément qui est lié à la préservation des lits majeurs, c'est la préservation des zones stratégiques d'expansion de crues. Depuis le sage de 2001, on avait cartographié des zones stratégiques d'expansion de crues qui ont été reprises dans le nouveau sage. Et avec, alors, sur le volet remblaiement, qu'on soit en zone stratégique d'expansion de crues ou qu'on soit en lit majeur ordinaire, c'est la même chose. On demande aux communes d'interdire de remblayer, qu'on soit dans un cas ou dans l'autre. Par contre, on insiste sur le fait qu'en zone stratégique d'expansion de crues, là, bon sang, il faut arrêter d'urbaniser. Sur ces secteurs-là, en tout cas, il faut être particulièrement vigilant et n'autoriser aucune construction. Alors, comment se traduisent ces cartes du sage ? Ici, vous avez un exemple de l'atlas cartographique où on voit des zones stratégiques d'expansion de crues qui ont été reportées. Donc ici, c'est le même secteur, une proposition de plus où l'on voit que la zone stratégique d'expansion de crues, alors elle n'a pas été reportée telle quelle dans le plus, mais on voit bien que c'est le cumul d'un espace boisé classé, d'une zone N, d'une zone A. Donc on estime que zone agricole, zone naturelle, espace boisé classé, sont des zonages qui nous permettent d'atteindre l'objectif que le sage s'est fixé. Donc encore une fois, le sage ne fait que fixer des objectifs à la commune, et la commune doit s'emparer de cet objectif-là, le traduire via son document d'urbanisme, et nous, en aucun cas, nous n'avions le droit d'imposer quoi que ce soit à la commune. Donc en gros, on dit à la commune, tu dois être compatible avec l'objectif de préservation des zones stratégiques d'expansion de crues, mais toi, tu as les outils d'urbanisme qui permettent de le faire, on te laisse choisir ton outil pour arriver à atteindre cet objectif. Évidemment que ce zonage-là est complété par des articles du règlement interdisant de remblayer. Donc ça, c'était tout ce qui était volet inondation. Enfin, je vous ai pris quelques dispositions du volet inondation. Pour changer de sujet, on va parler un peu milieu naturel, avec essentiellement deux dispositions. Donc vous avez là tout le déroulé de l'enjeu milieu naturel. Et les deux dispositions que je voulais évoquer avec vous sont ces deux dispositions de mise en compatibilité. Donc l'une sur la qualité de la ripisylve, où l'on a vu, donc le SABA fait des programmes d'entretien de cours d'eau. Avant d'attaquer les travaux, on fait des diagnostics, et on a eu un diagnostic de qualité de la ripisylve qui nous montre que, en même temps, on n'avait pas besoin d'un bureau d'études pour ça, par endroit, la ripisylve est de mauvaise qualité, voire inexistante. C'est pas un fossé de drainage, c'est pas un fossé de bord de route, c'est un petit vala sur la haute vallée, affluent de l'Arc, qui traverse malheureusement pour lui les vignes. Donc, pas un pet de ripisylve, donc ça c'est essentiellement la situation sur les affluents, parce que sur l'Arc la situation est complètement différente, probablement parce qu'il est plus costaud, qu'il sait se faire un peu plus respecter, et qui tient les activités à distance. Donc pour essayer de reconquérir cette ripisylve, on a imaginé ce principe-là, où on dit que bon, le lit présente une largeur L, et on estime qu'il serait bien de préserver, donc, dans les pluies, un espace de 1,5 fois la largeur du lit mineur, sans aucune activité, pour permettre à la ripisylve de se redévelopper. Alors cette disposition-là, moi, au moment où on l'a travaillée, j'imaginais pas qu'elle allait soulever les foudres de certains membres de la clé, mais on s'est beaucoup disputé là-dessus. Encore une fois, il y a des membres de la clé dans la salle, ils pourront témoigner.
Ce qui nous a fait que le monde agricole a rejeté le sage, enfin a pas voté favorablement pour le sage au moment où on a dû délibérer pour valider sa dernière version, c'est la disposition qui a fait qu'on s'est disputé jusqu'au bout. J'imaginais pas que la ripisylve était un sujet qui allait fâcher autant, mais en même temps, c'est la zone agricole qui était clairement visée. Alors comment elle vit aujourd'hui, cette disposition qui a mis le feu aux poudres? Malheureusement, elle vit pas super bien. Enfin, je trouve que ce qu'on avait imaginé n'est pas mis en œuvre sur le terrain comme on l'avait imaginé. Et malheureusement, comme il n'y a qu'un devoir de compatibilité entre le PLU et le SAGE, la compatibilité, ça laisse une marge de manœuvre relativement importante, et on peut pas aller attaquer un PLU parce que, alors c'est pas celui-ci qui est visé de PLU particulièrement, parce qu'en plus on est sur l'Arc et que sur l'Arc on n'en avait pas spécialement besoin. Mais ce que font les communes en général, c'est qu'elles cartographient la ripisylve des cours d'eau, elles transforment ça en EBC, enfin elles zonent ça en EBC, donc ok, on a un état de préservation de l'existant, mais là, tracer un EBC là-dessus, je sais pas si c'est possible, ça servira pas à grand chose s'il n'y a pas une obligation quelque part de laisser réellement un espace au cours d'eau sans intervention du tout pour que la ripisylve puisse se régénérer spontanément. Donc ça c'est vraiment pour moi une limite de l'application dans les PLU aujourd'hui, et malheureusement on peut pas dire que ces PLU qui ne jouent pas le jeu sur les zones de ripisylve complètement dégradées soient incompatibles avec le SAGE. Le dernier point, la dernière disposition de mise en compatibilité qui était importante aussi pour nous, elle est relative à l'espace de mobilité du cours d'eau. Donc l'Arc c'est un petit fleuve méditerranéen, le plus beau du monde et le plus connu au monde en tout cas, qui par moment bouge beaucoup, et certains riverains me disent qu'il faut le remettre à sa place, que pour régler tous les problèmes liés à l'Arc, il suffit de le remettre à sa place. Je vous ai pas mis de carte ici montrant quoique je vous ai mis la carte du SAGE, mais en gros sa place à l'Arc, ici on est sur la commune d'Aix, sa place à l'Arc elle est entre la limite verte ici et la limite verte ici. Donc quand on me dit c'est simple, il vous suffit de mettre le cours d'eau à sa place et vous aurez réglé tous les problèmes d'inondation sur le secteur. Bon, ma foi, la place de l'Arc, elle est quand même assez importante, donc ok, on les prend au mot et on leur dit, on va le remettre à sa place, mais on va au moins réserver cet espace pour qu'il puisse retourner à sa place quand il le désire. Donc le SAGE a intégré dans son atlas cartographique les deux espaces de mobilité qui ont été dessinés sur l'Arc, donc il y en a un sur Aix, un sur Berre, et les communes sont donc tenues de s'approprier cette cartographie-là, et de le retranscrire dans le PLU. Donc les choix ont été différents entre les deux communes concernées. Vous avez Aix par exemple qui propose de transformer cet espace-là en espace réservé, enfin de réserver ces espaces-là. Donc c'est une... Voilà, l'outil d'urbanisme qui est utilisé ne me regarde pas. Il suffit que la décision de la commune contribue à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, qui est de protéger ces espaces-là. Sur la commune de Berre, puisque l'autre espace se situe à Berre, on a choisi de faire un zonage large, donc de la quasi-totalité de l'espace de mobilité, le vert qui est ici, en espace boisé classé plus espace naturel. Ce qui aussi nous protège de toute exposition d'enjeux supplémentaires et donc de la nécessité de protection de berges si jamais l'Arc décide de s'échapper à droite ou à gauche. Si vous voulez des infos sur le SAGE, si vous voulez le télécharger, vous pouvez vous connecter au site du Sabbat. Faites-le s'il vous plaît, allez le voir, ça nous fera monter les statistiques et ça fera plaisir à mon collègue qui est webmaster au bureau. Vous pouvez télécharger le SAGE sous cet onglet-là et vous pouvez télécharger bien d'autres éléments et notamment avoir les infos sur l'actualité du Sabbat et vous voyez qu'on les met à jour puisque la dernière info elle datait d'hier quand même, donc c'est pour vous dire que le site est maintenu régulièrement. Voilà. Et je vous remercie.